Bonjour, nous sommes aujourd'hui pour une présentation et interaction avec les participants du webinaire numéro 3 de Data Players intitulé Transition énergétique et citoyenne. Et nous allons vous partager notre retour sur expérience pour réaliser le projet à Pras de Moyo-la-Prette, qui est un projet à la fois énergétique et citoyen, et vous comprendrez pourquoi. Donc, c'est un cycle de webinaire qui est présenté par Entreprise Data Players. Vous pouvez retrouver notre webinaire 1 et notre webinaire 2. Le premier était consacré à notre savoir-faire, nos missions, la notion de cycle et l'introduction des 3 cas d'usage qui vont suivre cette premier. Nous avons vu un premier cas d'usage dans le webinaire 2 consacré à la résilience et les mobilités avec la représentation en graphe avec l'ADEME et la fabrique des mobilités. Et là, aujourd'hui, on va voir du coup le webinaire 3 sur la transition énergétique et citoyenne avec David Jenner et Audrey Prats, qui sont de Prats ENR, qui expliqueront le besoin de la commune de Prats de Moyo de produire dans la commune et d'optimiser la consommation de cette production par les citoyens. Et puis moi, je présenterai ensuite comment est-ce que on a traduit les données techniques entre les techniques des productions au service des habitants, notamment pour les sensibiliser à l'autoconsommation collective intelligente. Le webinar va durer normalement environ 30 minutes. Bonjour Lorenzo, on t'entend. Oui, excuse-moi. Et ensuite, vous aurez toute l'occasion de nous poser toutes les questions que vous avez envie. Alors du coup, j'ai passé la main à David Jenner, qui va présenter le besoin à Pras de Moyo. David, est-ce que tu peux partager ton écran ou m'envoyer ton support? Parfait. On ne t'entend pas par contre, je t'ai mute. David? David? Oui, je t'entends. Parfait, tu peux y aller. Donc, bonjour à tous. À Prazomoyo, on a décidé de créer une structure qui s'appelle Prats ENR, qui est une société d'économie mixte. Pour resituer un peu l'origine, euh, vous voyez bien le truc ou pas? Oui, oui, c'est bon. Tu vais passer en... Voilà. Voilà, c'est Donc, encore mieux. Prazomoyo Parfait. est un petit village au sud de la France où on est à peu près 1000 habitants. On a une consommation électrique de 6,5 gigawatts. On a une centrale hydroélectrique. Et l'avantage qu'on a par rapport à la France entière, c'est-à-dire que 5% du territoire français sont gérés par une régie électrique. Donc, les concitoyens sont raccordés sur cette régie électrique municipale. Euh, Nous avons regardé comment on pouvait, dès lors, mettre le village autonome en énergie. Donc, on avait une centrale hydroélectrique qui assure à peu près en 2018 40% de l'électricité. Et on avait vu les prix, non pas de l'électricité augmenter, mais le prix du transport en électricité qui avait multiplié par 40% en plus de 5 ans. Et ça représentait 40%, 25%, et ça représentait 40% de la facture d'électricité. Ça, c'était en 2018. Depuis 2018 à aujourd'hui, ça a repris à peu près 30% d'augmentation, rien que la partie transport sur l'électron. Donc, notre souhait, c'était de baisser la facture de la régie le plus possible pour que la régie continue à être rentable. En 2021, avec les travaux qu'on a réalisés à travers tout le village, on atteint aujourd'hui à peu près 65%, entre 65 et 70% des besoins énergétiques du village. On n'est pas indépendant en électricité, mais autonome. Et c'est important. On n'est pas coupé du réseau, on reste raccordé au réseau Enedis et à la France. Voilà. Donc, on a créé une société d'économie mixte qui est détenue par la commune de Pras-Moyo, une régie électrique, la régie électrique municipale, et
une SIC citoyenne qui regroupe tous les habitants, une bonne partie des habitants, c'est-à-dire quasiment un quart des habitants du village, qui sont regroupés sur cette SIC éco-citoyenne. Donc ça, c'est le conseil d'administration qu'on peut passer. Donc la centrale hydroélectrique produit 0,7. Donc ça, c'était ce qu'on avait prévu dans notre idéologie. On a créé une OSEM avec 2 filiales. Donc Hydropresse, ça n'a pas été fait encore. Et toute la partie Agrisol a été réalisée. C'est tout ce qui est toiture photovoltaïque pour comment ça s'appelle? Des hangars agricoles et des restaurations de toiture. Donc on a divisé en plusieurs parties. C'est-à-dire que la partie SEM gère les bâtiments communaux. Parce que on a voulu que la SEM soit une sorte d'holding dans le monde privé. Mais une SEM avait obligatoirement un projet, on va dire, travaux, obligatoire projet. Donc, on a mis tous les projets municipaux sont regroupés dans la, dans la société d'économie mixte. Et on a réalisé 2 toitures, une toiture sur les ateliers municipaux et on a restauré une vieille toiture d'une usine où maintenant il y a un musée et il devrait y avoir des ateliers communaux, intercommunaux, qui devraient s'y installer pour 220 et 100 kilowatts crête. Donc, ce qui nous représente 460 kilowatts par an. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a des petits soucis. On vous le verrez après dans ce qu'a fait Data Player. On a des petits soucis sur la production de la Vernède et ça nous permet de traquer tous ces petits problèmes-là. Après, sur la partie toiture photovoltaïque, on a construit des hangars photovoltaïques et une toiture pour des exploitations agricoles. Donc, en plus d'avoir créé de l'énergie sur le village, on a réinvesti dans l'agriculture sur la commune. On a permis d'améliorer leur manière de travailler. Aujourd'hui, chez nous, on avait beaucoup d'exploitations qui travaillaient encore avec les vaches dans l'étable sous la maison. Là, ils ont des hangars avec les vaches qui permettent de mieux travailler. Donc, on a construit 6 hangars de 100 kilos et on a effectué une toiture. Donc, pour vous rendre compte, voilà un peu où sont déterminés l'ensemble des projets, c'est-à-dire tous les points jaunes, ce sont les hangars photovoltaïques qu'il y a aujourd'hui en service. Et la croix bleue ici, vous voyez sur ma souris ou pas? Oui. Voilà, là c'est la centrale hydroélectrique de Prats et là c'est le point de, de captation de l'eau, donc avec la chute. Donc après on a travaillé avec Data Player pour la mise en place du suivi des consommations en incluant les données de production et de consommation du village. Et aujourd'hui, on a un bon suivi comment ça s'appelle, sur la production. On travaille aussi sur d'autres aspects de l'énergie, la prise de conscience de l'énergie. Et ça, c'est Audrey qui s'en occupe et qui anime tout ce débat-là au niveau du village et qui fait le lien avec les personnes et le projet en lui-même. Voilà. C'est bon, j'ai résumé. Très bien. Est-ce que Audrey, tu veux dire quelques mots sur la partie justement éco-citoyenne, sensibilisation, prise de conscience, Oui, avant que j'enchaîne? ouais, bonjour à tous. Donc moi, je suis Audrey, coordinatrice de projet. Et du coup, là où j'interviens effectivement, c'est sur cette animation et ce travail pour créer du lien et une culture commune autour de l'énergie à Prats. Donc on avait déjà ce collectif citoyen, la SIC, là, qui avait été créé, Ecosite. Et bon, on a eu la période Covid en plus qui est arrivée, donc ça nous a vraiment ralenti. Mais voilà, du coup, moi, j'essaie d'animer ça par le biais de l'école, par le biais de structures locales, un pays d'arrêt d'histoire pour parler d'histoire énergétique, enfin, bon, tout un tas de projets liés à l'énergie.
Et là où j'ai travaillé avec Data Player, c'est sur la création d'un site Internet pour rendre compte de tous ces projets, de faire l'annuaire, mais que ce soit pas simplement un annuaire des structures et de ce qui se fait à Prats, mais voilà, que ça rende compte de tous les acteurs locaux qui travaillent autour de l'énergie, donc la SEM, la régie, la mairie, le collectif, l'école, enfin bon, tout un tas de structures, les lieux de production, donc tous les sites qui produisent, donc les toitures photovoltaïques, le barrage, tout ça. Enfin, et donc ce site internet qui nous permet d'y voir plus clair avec toutes les actualités, les projets, et donc on a travaillé ensemble à le rendre fluide et qu'il soit pensé pour que chaque visiteur, qu'il soit expert en informatique ou pas, puisse se balader et trouver les liens, trouver de l'information, en savoir plus sur Prats et tout son projet de transition énergétique et toute cette dynamique locale. Mais là, j'imagine, Simon, tu vas nous montrer justement au fil de ta Oui, démonstration. oui, tout à fait. Je vais partager mon écran. Parce que ce que je n'ai peut-être pas dit aussi, mais que David évoquait, c'est aussi rendre les Pratéens, donc les citoyens de Prats, complètement acteurs de leur consommation. Donc la volonté de ce projet, c'était de voir ce qu'on produit localement. Et donc là, on n'en est pas encore voilà, à la finalité du projet, mais voir aussi ce qu'on va consommer et mettre en regard les deux pour essayer de consommer à l'instant T plus local notre énergie. Donc là, on en est au début de voilà, ce volet-là, mais on a toutes ces données de production qui sont bien sûr visibles sur ce site. Et je te laisse. Simon. Du coup, tu m'incites à aller voir le site. On y reviendra après. Euh, je vous transmets le lien pour aller le voir pendant que je fais la présentation, si vous voulez. Je reviendrai dessus après, mais c'est vraiment ce site-là qui est le point final d'exécution, on va dire, de production. Et on y mixe à la fois des données énergétiques. On va voir comment est-ce qu'on obtient et comment est-ce on les transforme et on les exploite, et des données beaucoup plus proches du terrain, de la réalité physique sur le terrain, avec notamment les documentations sur chaque site de production, les productions spécifiques, et on y reviendra après. C'est juste pour faire le lien avec ce que disait Audrey. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on obtient les données techniques, les données de production. Donc, petit rappel, on va dire, sur comment est-ce que ça se passe au niveau énergétique. Il y a du soleil qui arrive sur les panneaux solaires. Il va falloir capter ces données. Il va falloir les envoyer à travers un réseau, en l'occurrence, on utilise la 3G, sur un espace de stockage de données. On appelle ça aussi parfois un concentrateur. Puis, il va falloir traiter l'information pour pouvoir la traduire en information exploitable pour un affichage après sur des sites web et des graphes qu'on va réaliser. Graphes, c'est des outils dédiés à des graphes, et ensuite le représenter dans un site web sémantique. J'en reparlerai un peu plus tard. Ça, c'est le flux en général, et on va voir chaque étape un peu plus précisément. Donc la première chose, c'est qu'il y a du soleil qui tape dans des panneaux solaires, et il faut un onduleur, puisque le courant qui sort des panneaux solaires est du courant continu et qu'il doit être intégré sur le réseau avec du courant alternatif. Et donc pour ça, il y a un onduleur. Et cet onduleur, il y a deux sorties, on va dire. Une première sortie de puissance qui va directement sur le réseau à travers un compteur Linky. Et traditionnellement, ces compteurs Linky, on peut les mesurer à travers soit ce qu'on appelle la TIC, soit un concentrateur. Mais cette partie, en fait, n'est pas dans le périmètre de Prats ENR, c'est dans le périmètre de la régie. Et donc, pour le périmètre de Prats ENR, on va se brancher sur l'onduleur avec une passerelle de collecte à travers des protocoles
techniques, notamment Modbus qui est devenu un standard maintenant. Et cette passerelle de collecte va aller noter les index de production et les stocker dans un fichier et va pouvoir les envoyer en FTP à un serveur qu'on a mis en place. Et donc, alors, plusieurs fois par jour maintenant, à midi et à 18h, la passerelle envoie un fichier avec l'ensemble des index à un serveur FTP qu'on a mis en place. Et ce serveur FTP prévient un bus de données, donc on va voir ce que c'est qu'un bus de données, qui est là pour traiter l'information, quelle qu'elle soit. En l'occurrence, là, ce qu'elle reçoit, c'est des fichiers FTP. L'étape d'après, c'est de traiter du coup ces fichiers et l'objectif, c'est d'injecter dans une base de données qui est dédiée aux données événementielles, aux données temporelles, qui s'appelle InfluDB, les index de production. Donc pour ça, on doit détecter qu'il y a un fichier qui est arrivé sur le serveur FTP, on doit aller chercher les fichiers sur le serveur FTP, transformer les données pour les préparer, les transformer, les rendre injectables dans la base de données InfluDB et injecter les données. Ensuite, on a toute une partie d'exploitation de ces index, que les index sont un peu bruts. C'est vraiment ce qui est produit par les passerelles et c'est un peu inexploitable. Enfin, c'est pas exploitable en l'état. Donc, on va à nouveau faire un peu de transformation pour produire une production journalière qui, elle, sera exploitable sur le long terme. Et puis, on appelle on va dire un sous-flux. Donc, les bus de données, c'est des flux de données. On verra un petit peu après, je vais vous montrer rapidement l'interface. Et le flux principal qui traite la donnée va appeler un deuxième flux qui, lui, va traiter les indicateurs et les alertes. C'est-à-dire qu'on va vérifier que la production de chaque site est à peu près cohérente avec le mix énergétique qu'elle est censée produire à l'instant T vis-à-vis des autres panneaux solaires. Donc, en gros, on contrôle la proportion de mix énergétique. Ces indicateurs nous permettent de détecter des anomalies et d'envoyer un mail aux exploitants, c'est-à-dire Audrey et David pour l'instant, pour leur dire, attention, il y a un site qui produit moins de 30% de ce qu'il est prévu qu'il produise. Il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on met à disposition les indicateurs, quels qu'ils soient, enfin, l'ensemble des indicateurs, pas que les anomalies, pour pouvoir les représenter derrière. Donc maintenant qu'on a la production journalière et les indicateurs, on va pouvoir les représenter. Donc on utilise Grafana, qui est un outil dédié à faire de la représentation graphique à partir de données, notamment des données temporelles. Et donc là à gauche, vous avez la production quotidienne de chaque site cumulée avec la Thibaut, possibilité. Oui. excuse-moi, on ne voit pas ton écran. Ah mince. Depuis tout à l'heure. Je suis désolée. Ah mais t'as raison. Ah mais je suis désolé. Et c'est moi, il fallait me prévenir. Désolé. Ah mince, tout ce que je viens de dire est donc fait sans présentation. Et j'ai pas vu le chat. Ah, je suis. Tu as très bien fait de me prévenir. Alors, je vais reprendre très rapidement. Je suis désolé. Donc, les panneaux solaires, le data logger, la passerelle, le serveur FTP, le traitement de données, la base InfluDB, le traitement de graphes, et on verra la présentation. Le soleil qui est produit dans les panneaux solaires, qui est transformé par l'onduleur en courant alternatif vers le réseau et qui est logué, c'est-à-dire on collecte les données à travers des protocoles Modbus et Delta vers la passerelle de collecte. La passerelle de collecte envoie les fichiers en 3G et en FTP à un serveur qui est un serveur FTP qui est surveillé, on va dire, par le bus de données qui va récupérer les fichiers FTP que la passerelle de données a envoyés. Ensuite, on va traiter la donnée dans le bus de données avec détection, réception, récupération des fichiers, donc, qui sont actuellement dans le serveur FTP. Puis on va transformer les données et les injecter sur la base InfluDB. Ensuite, on va exploiter ces données brutes qui sont les axes de production pour les préparer et les injecter pour avoir une production journalière qui sera bien plus exploitable. Et on va appeler
la mécanique de calcul d'indicateurs et de vérification d'indicateurs, d'envoi de mails si nécessaire, et mettre à disposition une API pour pouvoir afficher les résultats. Je suis désolé d'avoir loupé le partage. J'espère que ce sera plus clair une fois que vous avez vu les slides. Donc là, une fois qu'on a récupéré les données journalières, on peut afficher la production cumulée. Donc là, on voit que hier, le 29, il y a eu 2000 kWh de produits et on peut avoir le détail de chaque panneau solaire qui a produit en passant la souris dessus. On peut avoir également une représentation là, qui est une représentation annuelle, enfin mensuelle avec un point par mois. Donc là, c'est les 12 derniers mois de production. Et on peut voir cette anomalie ici, par exemple, c'est parce qu'il y a eu une panne technique dans le matériel. Et donc, il y a un des panneaux qui n'était pas, où on récupérait mal les données. Donc là, il y avait des alertes, par exemple, reçues par mail par les exploitants. Et on voit un peu le profil de l'année avec l'été. Et là, on revient en hiver. Ça, c'est l'ensemble des indicateurs de tous les panneaux. Donc, c'est ce que je vous ai montré ici, les indicateurs qui ont été calculés à partir des données. Et donc là, on est Coma est à plus 5% par rapport à son mix énergétique théorique, alors que le site Borat Étable est à moins 9% par rapport à son mix énergétique théorique. Sachant donc on prend en gros la puissance installée de chaque site et on la compare à l'ensemble de la production par jour, c'est-à-dire que évidemment, en fonction de la production de chaque jour, là il y avait un jour par exemple le 23 où il faisait moche, on regarde la proportion par rapport aux autres et pas uniquement la proportion produite par rapport à la puissance installée. Donc on s'adapte à la réalité quotidienne de la météo. En plus, on applique en tant qu'entreprise un accompagnement d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour être au plus près des besoins des clients et on applique une logique d'agilité avec une itération tous les 15 jours pour livrer régulièrement et suivre la consommation de temps, la capacité des sprints, etc. Je vous en dirai plus si cela vous intéresse. On va passer à l'adéquation entre résultats et besoins et surtout, je vous ai très peu présenté finalement la partie site web parce que tout ça, c'est le calcul des données. Mais au final, ces données apparaissent, l'objectif, c'est de les faire apparaître pour les citoyens et de les faire apparaître dans un portail qui est le plus ergonomique possible, le plus près des besoins possibles des citoyens, des habitants. Et donc, ça se comporte avec plusieurs parties, tout ce qui est projet de la commune, les actualités de la commune, les sites de production, les portraits des acteurs qui agissent dans la commune et qui concernent l'énergie, et des ressources pour y faire référence. Et donc, si par exemple, je prends ce site, donc qui est le site de Hangar-la-Salle, c'est de sa documentation, j'ai un peu de son histoire et la production quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Et pour certains sites, on a d'autres informations complémentaires. Je vais essayer de prendre des sites CTM par exemple. Voilà. Donc pour la strate technique municipale, par exemple, on a en plus qui est propriétaire et puis les liens, c'est-à-dire qu'en fait, les données qui sont dans les différentes catégories, elles sont liées ensemble. C'est là qu'on arrive aux notions de web sémantique et de données reliées entre elles, et ce qui permet de se balader dans les savoirs et dans les contenus de la commune. Voilà, donc si je prends par exemple Pras ENR, il y a la plaquette qui est accessible, les portraits sont reliés ensemble. Si je prends Ecosite par exemple, il doit y avoir. Ah non, je confonds. Je pensais qu'il y avait des liens entre les données. Audrey, est-ce que tu as une idée d'un bon exemple de données reliées entre elles? Là, comme ça, je pense qu'il faudrait que tu ailles plutôt dans les projets et ensuite, un projet, peu importe, énergie en fait, ou là, tu vas avoir, j'imagine, à la fin, je sais plus. Voilà. Voilà, là, il y a tout un tas de liens, voilà.
Donc ce projet-là est lié à la Verdana, à Ecosite, à l'école publique, avec des actualités liées et des ressources liées. Sachant que cette version donc, de CMAPS qui a été customisée spécifiquement pour Pratt-CNR, donc CMAPS, c'est un logiciel pour faire des systèmes d'information sémantique. Un système d'information sémantique, c'est un système d'information avec des données qui sont reliées entre elles, qui peuvent se relier entre les différents projets, entre les différents serveurs. On a préparé du coup un site avec ces technologies-là pour permettre à Pratt-CNR d'avoir un temps d'avance, on va dire, sur les années qui viennent, en respectant les normes internationales du web sémantique, pour coopérer potentiellement plus tard avec d'autres régies ou avec des ministères ou avec des instituts de recherche. Leur base de données est totalement respectueuse des normes internationales du web sémantique pour pouvoir prévoir des coopérations futures. Et en plus, dans cette version de ces maps qu'on a faites pour Pratt-CNR, eh bien, on a mis un peu l'accent sur l'édition. Donc, c'est Audrey qui a été capable d'éditer les pages un petit peu comme un CMS. Donc, en fait, ce serveur, enfin, cette application permet aussi de faire de l'édition de contenu à la sauce CMS, tout en restant en web sémantique et en agrégeant des données énergétiques. Ce qui était un petit peu le tour de force de ce projet, de mélanger à la fois des données techniques, des données éditoriales et des données sémantiques reliées entre elles. Est-ce que, Audrey, tu as envie de présenter plus le site web? Pas plus. Après, chacun pourra aller le visiter. C'est vraiment un site qui va être amené à vivre et à être complété par justement tous les acteurs de l'énergie à Praz-des-Moyaux. Pour le moment, il a été simplement présenté aux élus de la commune. On n'en a pas encore fait trop la publicité parce qu'on voulait quand même le mettre à l'épreuve avec toutes ces données, les graphiques, enfin que ça roule bien et qu'on le maîtrise bien. Mais on l'a présenté aux élus qui tout de suite ont rebondi et je pense vont vite se l'approprier pour y apporter du contenu, des actualités, des ressources, pour que chaque citoyen, habitant puisse y aller piocher de l'info, quoi. Donc c'est chouette. Je vais finir avec ce qui nous reste à faire dans ce projet. Donc, comme David l'a évoqué, il nous reste à mettre en place la mesure de production de la centrale hydroélectrique, ainsi que la mesure de consommation. Donc, on ne sait pas encore exactement les cas d'usage qu'on va pouvoir exploiter avec ça, mais l'idée, c'était bien de permettre aux habitants de s'approprier la réalité énergétique de leur vallée. Donc, a priori, sur la partie solaire, c'est plutôt positif. On arrive à produire un site web qui, grâce au mélange entre données éditoriales, données sémantiques, données énergétiques, permet aux habitants de s'approprier un petit peu la réalité de l'énergie de la vallée. Par contre, on ne sait pas si la consommation, leur consommation va suivre la production. Et donc, c'est l'idée, l'étape d'après, c'est mesurer les consommations par quartier, pas par habitant, donc au transformateur, de manière à savoir si la consommation correspond à la production et pouvoir voir un petit peu en temps réel l'autoconsommation collective vis-à-vis de la consommation du réseau EDF. Avant que je conclue, est-ce que David ou Audrey, vous avez d'autres choses à dire sur le projet? Non, rien de mon côté. Non, nous, ça nous permet de voir, comme a dit Audrey, c'est bien parce qu'on a fait ça en parallèle de la gestion de l'électricité sur la commune. Et aujourd'hui, en présentant le site internet avec toutes les données et tout ça, ça a permis aux adjoints et aux conseillers communautaires de la commune de se l'approprier vraiment, puisqu'ils veulent maintenant y mettre les points de consommation, des points de borne électrique, voilà, et communiquer sur toute cette partie-là, énergie en prat. Donc, c'est pas que sur la partie électricité, mais sur
sorte d'énergie. Et le site qu'on a construit, qu'a construit un data player, ben, permet à toutes les associations, à tous les de faire vraiment un sens commun et de voir toutes les forces vives du village. Voilà, et de faire une communauté un peu plus grande tous les jours. Un sort de Facebook, mais un Facebook communal, mais commun au village, sans les pubs. Ok, merci David. Je vais finir et conclure par le fait que nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif et que en ce moment, nous cherchons des investisseurs parce que nous faisons une levée de fonds. Donc, l'objectif, c'est de soutenir la création de biens communs numériques pour la transition. Donc, le bus sémantique GRAP, ça, c'est la partie traitement de données que vous avez pu voir. Et CMAP, ça, c'est la partie site internet sémantique qui, là, a été, on va dire, augmentée avec les données énergétiques, de permettre de déployer ces biens communs en ligne et utilisables par tous, avec des services gratuits et payants. Et puis, on a une stratégie sur 3 ans à terme pour professionnaliser et pérenniser notre activité. Donc, tout a été expliqué sur le site data-players.com et vous pouvez consulter la stratégie que nous avons mis en place. Et il est possible d'investir à travers des parts sociales, des sites participatifs. Les parts sociales, plus pour s'investir dans les décisions et dans la gouvernance de l'entreprise. Et les titres participatifs, plus pour investir financièrement et avoir un rendement fixe financier. Je vais m'arrêter là. On va passer aux questions. Alors, j'ai bien le chat. Donc, vous pouvez soit les poser directement, soit mettre une petite étoile ou un petit signe dans le chat pour que je sache que vous voulez parler. Si quelqu'un a une question sur le fond social, sur le fond, comment dire ça, sur l'éthique du projet, sur ou la technique, totalement ouvert. On a 20 minutes ensemble. Je veux bien poser une petite question. Alors moi, je suis je suis Léni, je suis du côté de Nantes. Je suis aussi au niveau d'un collectif citoyen et on est en train de réfléchir à tout ce genre de choses. Donc ça m'intéresse doublement pour pour la partie à la fois technique et à la fois le projet qu'il y a derrière. Énorme bravo déjà pour les deux sujets parce que c'est vraiment hyper inspirant. Moi, ce que je me demandais, c'est au niveau de il y a deux choses. La première, c'est au niveau de la faisabilité financière. Enfin, ça me semble hyper compliqué sans qu'il y ait des gros moyens pour tout ça. Donc là, c'est pas tant technique que faisabilité du projet en tant que tel. Et puis la deuxième question, après, tu pourras me répondre après, peut-être Simon, probablement, c'est c'est sur cette histoire de capter les données au niveau des onduleurs, etc. Je ne saurais pas faire comme ça, donc j'imagine que vous avez beaucoup recherché au niveau des types de matériel ou des choses comme ça pour être capable de savoir qui est capable de sortir de la donnée au bon format ou pas, mais en tout cas, ça c'est ma deuxième question, quoi. Je vais laisser David ou Audrey répondre sur la partie financière, puis je répondrai après. David, Audrey? Oui, donc sur la partie financière, c'est un projet qui a nécessité sur Pratt un peu plus de 2,7 millions d'euros. On l'a financé comme, comme par la création donc de la SEM en tant que holding euh, pour environ 150 000 euros de capital comment ça s'appelle qu'on a pu agréger à des crédits.
puisque la SEM étant un holding, sa filiale, elle a emprunté pour sa filiale. Et donc, on a pu lever des sommes un peu plus importantes. Après, c'est fait dans un temps où les taux de crédit étaient largement plus bas qu'aujourd'hui, pour rester honnête. On a construit des hangars, voilà, avec des hangars euh, et des toitures. Le projet aujourd'hui est viable économiquement parlant, mais il n'est pas à l'abri d'une problématique technique. Pourquoi? Parce que nous, quand on a construit le projet, on a voulu donner un maximum aux agriculteurs et pas faire partie comme les trois quarts, c'est-à-dire on fait un minimum et c'est la société d'économie mixte qui récupère tous les bénéfices. Nous, on a redistribué directement les bénéfices au niveau des agriculteurs en mettant beaucoup plus de choses à leur disposition. Ils ont même oublié que on leur donnait quoi. Donc et ça, ils ont oublié que c'était. Mais après, ça a été un gros travail financier et de pour arriver à avoir toutes les bonnes volontés, toutes les ressources financières. Et ensuite, pour toute la partie, on va dire gestion du quotidien, translation et toute la partie translation avec l'école, avec l'animation au quotidien de cet esprit sur les énergies. Ça, on utilise des aides de fondations qui nous ont aidés, comme la Fondation Albert II ou la Fondation de France, qui nous permettent aujourd'hui de pérenniser cette, euh, ce volet énergétique avec les citoyens. J'ai répondu à la question. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, merci. Et du coup, moi, je vais répondre sur la partie technique. Le choix du matériel qui a été utilisé, c'est David qui l'a fait. Il a un passif industriel et donc il a choisi des appareils plutôt industriels, on va dire tout préassemblé en usine pour répondre aux besoins. En fait, il y a plein de manières de récupérer l'information. Il y a les concentrateurs qui sont généralement gérés par Enedis quand on n'est pas dans une régie. Dans une régie, c'est un peu différent. Il y a les TIC, donc le télérelevage sur les Linky. Là, les choix n'ont pas été faits parce que c'est du matériel de la régie et pas du matériel de Prats ENR. En tant qu'individu, par contre, il est possible, mais c'est pas du tout le même circuit, d'aller récupérer les données auprès de Enedis lorsque le terrain est équipé par Enedis, ce qui n'est pas le cas de la régie, je le rappelle. Euh, Enedis met à disposition les données des concentrateurs à ses citoyens qui sont reliés. C'est une obligation. Par contre, ce qui est compliqué après, c'est de l'agréger pour différents citoyens parce qu'en fait, chaque citoyen peut récupérer ses propres données. Par contre, sur un territoire où on va faire l'autoconsommation collective, par exemple, c'est assez complexe parce que il faut que l'agrégateur de données ait des mandats qui ne montent pas de blanche auprès d'Enedis pour avoir le droit de récupérer les données des utilisateurs. Il doit avoir fait signer l'utilisateur avec des chartes, etc. Donc, c'est pas évident à récupérer, on va dire, dans le cloud parce que c'est pas du tout open data, c'est des données privées. Ce qu'on appelle, et donc il faut les protéger. Et donc c'est possible de récupérer les données des concentrateurs, mais c'est pas simple. Et sinon, on peut souvent les récupérer à des mailles plus élevées, comme comment ça s'appelle? Les consommateurs. Mais là, on parle de consommation, alors que là, on va être de la production. Donc, en fait, dans le cas de la production, les compteurs Linky, qui potentiellement sont là pour compter les watts qui sortent pour certifier la production, eh bien, on n'a pas du tout accès par contre aux concentrateurs parce que c'est le travail des producteurs d'énergie et pas des consommateurs. Dernière chose possible pour mesurer, c'est les compteurs à impulsion qui peuvent être placés par contre là sur tout le réseau électrique. C'est des compteurs un peu plus simples que les passerelles de collecte sur onduleur, mais l'avantage de la passerelle de collecte, c'est qu'on est directement sur l'onduleur et donc coup, en termes de fiabilité, on ne peut pas faire mieux en termes de mesure de production. Donc, il existe les mêmes types d'appareils en compteur à impulsion qui mesurent la production, mais pas
pas par ces protocoles-là, juste par comptage d'électrons qui passent dans les fils, qui coûtent moins cher. Si tu veux du matériel industriel un peu moins cher, c'est plus facile. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, tout à fait. Il coûte combien ce genre de matériel, par exemple? Est-ce que tu t'en souviens? Alors là, c'est le WebDinson. Non, non, je l'ai plus en tête. Peut-être que En ordre de grandeur, hein, mais je sais pas, c'est David qui a géré cette partie. Peut-être que David a la réponse. c'est quelques centaines d'euros ou c'est plutôt C'est quelques centaines d'euros, il me semble. Voilà. Je crois que ce serait 150 euros Excuse-moi. un Ah WebDinson. non, c'est entre 400 et 500 euros. Ah, pardon. 400, ok. Et ça doit être un peu moins, le compteur impulsion doit être à 300, un truc comme ça. Mais Mais après, l'avantage, oui, vas-y, le David. compteur d'impulsion n'est pas conforme, on va dire, à la production, mais il n'est pas homologué consommation. Mhm. Donc, alors que là, on a les données de l'onduleur et ça reste homologable. Et après, il y a plein d'autres solutions possibles avec du matériel un peu open hardware type Arduino, Raspberry, etc. Mais si tu veux plus d'infos, on se revoit, Lenny, et je te donnerai plus de pistes. Mais ce sera moins fiable qu'un matériel comme ça, évidemment. Ouais, ouais. Merci. Alors, il y a Ancelin qui pose la question, l'impact du projet face à la crise énergétique, le déploiement et changement d'échelle prévus dans d'autres villes plus grandes. Du coup, là, je pensais plutôt à David, je pense, qui est près de la régie, qui pourra nous répondre. Est-ce que David, tu peux nous parler un peu est-ce que ce projet a amoindri, par exemple, l'impact de la crise énergétique sur la commune? Et est-ce que ce projet pourrait être déployé sur d'autres grandes villes plus grandes? Alors, il y a, il y a deux aspects. Euh, il faut voir les différentes temporalités qui ont été mises en place par rapport à la régie. C'est-à-dire que nous, on était parti dans l'idée, mais moi, quand j'ai pensé le projet, on était parti dans l'idée que ça venait en décompte de notre consommation et qu'on n'avait pas de revente globale de l'électricité au projet et que ça venait directement dans notre consommation. Ça, c'était notre idée à nous, à la base, dans le projet de la SEM. C'est-à-dire que Prats restait, on va dire, euh, comment ça s'appelle, autonome et tout ça. Au niveau de la direction de la régie, ils ont pris un autre biais, qui à l'époque, par le conseil d'EDF, où ils revendaient leur production d'électricité, ils achetaient au tarif de cession. Ça restait, euh, ça restait quelque chose de cohérent au vu des chiffres annoncés. Alors pourquoi? Parce que on va dire que la toiture, le kilowatt, ils nous l'achètent, on va dire 110 euros le mégawatt, d'accord? Et le tarif de cession auquel achète l'électricité, la régie est de 70 euros. Donc, en revendant cette électricité directement, ça leur permettait de gagner un peu d'argent. La crise énergétique a fait que la réglementation a changé en France et c'est bien. C'est-à-dire que ils, ils ont dû rembourser le trop perçu. Donc, ça a affaibli la régie momentanément, voire même ça a failli même la faire fermer. Parce que les deux sommes demandées étaient fixées sur un tarif à 500 euros alors qu'ils le revendaient à 110. Donc, ça a été très compliqué, ça a été vraiment des jeux financiers compliqués, mais bon, au final, ils en sont sortis, ils ont payé 30 000 euros à la place des 3 millions qui leur étaient demandés. Donc, ça a été compliqué. Donc, si ça avait été par rapport à la crise énergétique euh, suivi dans l'esprit où on avait fait le système, euh, les prix n'auraient pas bougé, ils n'ont pas bougé, ils ne continuent à ne pas bouger, ne devraient pas bouger, hormis de suivre le tarif réglementé de vente. Mais le prix d'achat n'a pas augmenté, le prix d'achat d'électrons par la régie n'a pas augmenté, si c'est ça la question de base. Par contre, le prix de vente aux consommateurs a continué à progresser, puisqu'ils sont restés sur la partie être indexés au TRV et à vendre l'électricité au même prix que DF, donc au tarif réglementé de vente. Donc, le prix d'achat n'a pas augmenté,
Par contre, le tarif, lui, a continué de progresser. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est en ça qu'il pourra répondre. Mais du coup, est-ce que les pratéens, moi je continue, je file un peu la question, est-ce que les pratéens ont eu moins d'impact dans leur budget finalement Non, grâce à la régie ou pas? Non, non, d'accord. pas du tout. C'est l'impact aujourd'hui à la régie, on paie l'électricité au même tarif qu'EDF partout en France que les autres concitoyens. Voilà. Ça a permis juste à la régie en elle-même on va dire, d'augmenter ses marges de manœuvre pour améliorer le réseau sur le village. Voilà. Donc, en fait, c'était ça aussi une priorisation. Euh, Quand moi j'étais à la régie, c'était notre priorisation, c'était d'avoir un réseau qui soit le plus performant possible pour éviter les coupures, puisque quand on avait pris la direction de la régie il y a 15 ans de ça, à Prat, il y avait à peu près 6 à 7 jours de coupures consécutives. Et aujourd'hui, on doit être à moins d'un jour de coupure. Tout ça parce qu'on a amélioré le réseau. De devenir autonome nous a permis de faire des économies aussi bien au niveau du transport qu'au niveau du, du coût d'achat de l'électron, mais le prix au consommateur restait le même. Donc, en fait, ça a Ok, donné plus de volants à la régie pour faire ces travaux d'amélioration. super, c'est intéressant. Je rappelle que, à ma connaissance, il n'est plus possible de créer de régie d'énergie. Non, Il est possible que d'agrandir celle qui existe. Si je dis pas de même bêtises. pas. Non, Même pas loin. Ok. non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est là où c'est un nœud français où l'État veut pas y rentrer dedans. C'est-à-dire que les régies ne peuvent pas s'étendre. Elles peuvent rester qu'en état ou être rachetées. Et elles ne pourront pas rentrer chez Enedis. Mais Enedis peut racheter la régie, mais elle restera régie. Elle restera pas, ça ne sera pas ça deviendra pas Enedis. Ok, merci. Moi aussi, j'apprends des trucs, c'est cool. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, selon toi, est-ce que c'est ce genre de projet pourrait se déployer sur des villes un peu plus grandes? Alors, ce genre de projet peut se développer sur des villes plus grandes, à plus grande échelle. Après, de là, avoir des villes de 100 000 habitants, ça m'étonnerait. Mais sur des villes qui sont moins de 10 000 habitants, ce sont des projets qui seraient réalisables. Ça serait réalisable, mais après, il faut une forte volonté des municipalités de le réaliser. Ça ne peut, ça peut pas se faire comme on l'a réalisé aujourd'hui à Prats, où c'était l'envie de la municipalité et la mienne d'aller dans ce sens-là. Moi, j'ai poussé pour aller plus loin, toujours plus loin. Je pense que si j'avais pas, c'est pas ça pour me jeter des fleurs, hein, loin de là, mais si j'avais pas été là, la municipalité se serait arrêtée bien avant ce projet-là, le projet où il est aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que ça fait peur. Ça donne un libre choix aux gens. Ça donne et donc il y a moins de maîtrise des communes sur ces projets-là. Donc oui, ça peut se faire, ça peut se réaliser, mais c'est une volonté forte du conseil municipal et de la commune d'engager ces processus-là. Et je pense que ça peut se faire. Aujourd'hui, je sais que par exemple, les entités qui sont dans des communes, mais qui sont pas la commune en elle-même, travaillent sur des projets comme ça, comme la ville de Canet avec sa SPL, ou la ville de Gruissant avec sa SPL aussi, pour rendre autonome des parties de la ville. À Gruissant, c'est rendre autonome le port. À Canet-Plage, c'est pour rendre autonome tout ce qui est aquarium et port. Voilà, les zones les plus grosses consommatrices. Et une fois que ces zones-là, qui sont des zones semi-privées, semi-publiques, seront autonomes, ils revendront l'électricité en surplus aux communes, à la commune. Donc, voilà. Mais ça permet de maîtriser son coût énergétique. Il y a Merci. des- Lorenzo, parce que Lorenzo, tu avais une question. Oui, merci Simon. Là, je crois qu'on comprendre que cette initiative dépend de la dynamique au niveau des municipalités.
est-ce qu'on peut imaginer, ou peut-être j'ai zappé l'information, que ça puisse être une initiative citoyenne, je pense en l'occurrence à énergie partagée, est-ce que ce genre Alors, peut se mettre n- en place à partir plutôt d'une dynamique de citoyens? alors nous, on a mis en place, mais c'est pas la commune qui l'a mis en place, hein, ce sont les citoyens et moi qui l'avons mis en place sur le truc, mais ça peut tout à fait se faire au niveau des citoyens. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, vous serez obligé de passer par la commune. Mais je vois pas comment ne pas travailler avec la commune en question. Non, je parlais pas en termes d'exclusif, hein, c'est juste pour savoir d'où pouvait partir l'initiative. Ah, Bien sûr, l'initiative, elle peut partir de qui on veut, hein, s'il a du courage et beaucoup d'envie. merci. Merci Lorenzo. Il est 56, il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un, encore une question technique ou sociétale? Je vois plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. On devrait faire un quatrième webinar en février. On n'a pas encore établi la date, ce sera sans doute la troisième ou quatrième semaine de février. Et ce sera sur Transiscope, sur l'agrégation des alternatives qui viennent de plus de 40 sources différentes de données agrégées sur une seule carte pour faire une grande et belle photo de la transition en France. Et donc ça, ce sera troisième, quatrième semaine de février. Surveillez notre LinkedIn si ça vous intéresse de suivre le webinar, un peu sur le même format, une demi-heure de présentation et 20 minutes d'échange. On sera prévenu combien de temps à l'avance? J'essaye de 2 à 3 semaines. Normalement, D'accord, vous aurez l'information la semaine prochaine. très bien. Plus de questions? Et ben, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et à très bientôt dans un autre webinar ou dans la vraie vie. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.